Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission dont on s'en parle. Notre planète est-elle malade? Y a-t-il urgence climatique? On parle de tout ça avec mon invité, M. Michel Jeté. M. Michel, bonsoir. Salut. Michel, avant d'aller sur la question mystère, si on peut s'exprimer ainsi, j'aimerais qu'on fasse juste une mise au point, si vous me permettez. Premièrement, qu'est-ce que le GMBO, qui est Groupe Mobilisation? Qui a fondé ce groupe? Puis quel est le but de ce groupe? On va aller quand même assez vite, mais c'est quoi exactement? GMOB, c'est justement la contraction de Groupe Mobilisation. C'est-à-dire que environ en 2016, on était toujours, puis on est toujours dans le milieu du cinéma, moi puis Louise Sabourin, ma productrice et conjointe. Et à un certain moment donné, je voyais les rapports complètement alarmants des scientifiques qui de plus en plus disaient qu'on devait déclarer un état d'urgence climatique planétaire. Et à ma grande surprise, je ne voyais pas ce mouvement-là naître, ni dans les groupes citoyens vraiment, bien qu'ils en parlaient, ni surtout pas en politique, et surtout pas aussi au niveau économique. Alors, j'ai décidé de pas nécessairement mettre en veilleuse ma carrière de cinéaste, mais de ralentir très sérieusement, puisqu'à quoi sert d'écrire des films et faire des films si tout à coup tu te rends compte que dans 20-30 ans, tout ça risque de... Si ce n'est pas disparaître, c'est carrément avoir tellement changé puis c'est tellement modifié qu'on pourrait être dans un processus... Ben, c'est un processus d'effondrement auquel on fait face. Alors, on a créé GMOB et GMOB a créé la déclaration d'urgence climatique, l'ADUC, qui est finalement une déclaration qui nous dit que nous sommes dans un état d'urgence planétaire, et aussi le plan de l'ADUC, qui est l'outil qui va avec la déclaration d'urgence climatique, qui est un peu comme un plan de mesures urgentes à mettre en place maintenant si on veut éviter un effondrement. Michel Jeté, dans mon intro, la première chose que je demande, que je pose comme question, et je l'avais posée à la population et à vous. Est-ce que en 2023, notre planète Terre, est-elle malade? Elle est non seulement malade, mais pour ce qu'on appelle le vivant, elle s'approche de l'agonie. C'est lourd à dire. Oui, oui. Je vais te donner un chiffre qui est relié beaucoup par l'astrophysicien Aurélien Barraud. Okay? En 2000 ans, on a éliminé ou on a éradiqué 65% des forêts planétaires. En quelques décennies, on a éradiqué 65% des mammifères, des grands mammifères. Et en quelques années, on a éradiqué 65% des insectes. Tout le tour de la planète. C'est un effondrement de la biodiversité à laquelle on est en train d'assister et on ne s'en rend pas compte, bien qu'on pourrait dire qu'au niveau très personnel, quand que je pars, mettons, de Montréal puis je m'en viens en Abitibi, je veux dire, au début des années 2000, on le sait tous, on donne tout le même exemple, la fenêtre était barbouillée d'insectes casés. Voilà. Oh oui. Maintenant, il n'y en a quasiment plus. Je veux dire, c'est quand même assez étonnant, là. Je vous rejoins sur ça, Michel, parce qu'on n'a pas à le cacher. Vous avez un chalet, on ne dira pas quel endroit, et le mien est juste presque voisin du vôtre. On se côtoie beaucoup durant l'été. Et je ne sais pas si c'est une idée, mais souvent, je parlais à ma conjointe et je disais, il me semble qu'on est bien, il n'y a pas de moustiques beaucoup. Et déjà, il y a juste une décennie passée, ça prenait ce qu'on appelle le push-push, puis il fallait en mettre, puis parce qu'on n'était pas bien à l'extérieur. Est-ce que je me trompe en disant ça? Non, pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'est aperçu on s'aperçoit actuellement que les écosystèmes sont peut-être beaucoup plus fragiles que ce qu'on avait imaginé. Et le réchauffement planétaire, avec la destruction des habitats, ça, c'est-à-dire, c'est la médaille, c'est les deux faces de la même médaille. On a détruit énormément les habitats. On le sait, déforestation, urbanisation, c'est pas juste en Abitibi, c'est partout autour de la planète. L'agriculture intensive, etc. On détruit les habitats. Maintenant, pour détruire ces habitats-là, ça prend un cheptel de machines
Et on ne parle pas juste pour détruire, disons, au niveau de la foresterie. On parle, en général, les êtres humains ont mis en marche une société de machines. Ces machines-là marchent à 80% de l'énergie utilisée, c'est du CO2. Alors, en plus d'avoir détruit des habitats ou fragilisé énormément des habitats, ces machines-là sont nourries au pétrole. Alors, ce pétrole-là se retrouve dans l'atmosphère et crée un effet de serre, c'est-à-dire un réchauffement planétaire assez monstrueux. Et là, on est rendu à 1,2 degrés Celsius de réchauffement global pré-industriel, qui fait que juste ça affecte les habitats qu'on a déjà fragilisés. C'est-à-dire, les forêts qui sont fragilisées, on les plante, on repousse des forêts. Mais le réchauffement est tel actuellement que les écosystèmes n'arrivent pas à retrouver leur balance, à retrouver leur équilibre. Okay. Et là, ce qui fait qu'on accélère de façon exponentielle la destruction. C'est malheureux à dire, mais c'est vraiment exponentiel, c'est-à-dire quand on regarde la courbe des extinctions des espèces vivantes, c'est exponentiel, c'est-à-dire c'est une courbe qui monte vraiment comme ça. Alors, ça veut dire, une courbe exponentielle, ça veut dire que le système est devenu fortement instable. Fortement instable, ça veut dire ça augure à un système qui pourrait éventuellement s'effondrer. Michel, on parle de réchauffement de la planète et on le sait, ceux qui ont Cousteau, entre autres, que je suis régulièrement, son fils, parlait qu'il est allé à un voyage il y a peut-être 15 ou 20 ans passé dans l'Arctique. Puis, il est retourné là, il a fait le même voyage, puis il ne reconnaissait pas les endroits parce que ça avait trop fondu. On est rendu là. Alors, dites-moi une chose, Michel. Pour les sceptiques, un réchauffement, on va parler de 1,5 à 3 degrés Celsius. Les gens vont dire, hey, c'est quoi, là, 1,5 ou 2 degrés? À la place durant l'été, qu'il fasse 22 degrés, il va faire 23,5. Franchement, tu sais, c'est quasiment pas grand-chose. Mais seulement, on parle de 1 à 3 degrés. C'est quoi les impacts pour ce réchauffement-là, quand nous autres, le simple commun des mortels, on peut dire, ben oui, mais c'est pas ça qui fait la différence. Vous diriez quoi, cette personne-là? Bien, premièrement, on pourrait comparer ça, faire une comparaison, on pourrait comparer la température du corps humain. Okay. Je veux dire, on le sait, si on fait de la fièvre avec 1 degré de plus que le 37 environ, Celsius, on n'est pas bien, mais c'est pas si pire. À 2 degrés, on commence à trouver ça rough. À 3 degrés de fièvre, de plus que notre température normale, on est malade. On n'est pas bien. On est malade. À 4 et 5, on est mort. Voilà. Alors, ça signifie que les écosystèmes, ce qui se passe actuellement, c'est que ces réchauffements-là amènent des déséquilibres très sévères à des écosystèmes qui sont très sensibles. OK? Tu regardes, actuellement, on dit que, et ça, c'est important à comprendre, les études scientifiques ont mentionné qu'on a atteint 6 des 9 points de bascule critiques. Alors, c'est quoi les points de bascule critiques? On va en nommer quelques-uns. Justement, le couvert de glace arctique. OK? Le couvert de glace arctique, les témoins nous rapportent des faits. Oui, ils les ont vus. Ils les ont vus et ils les ont mesurés. C'est des scientifiques. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que tout simplement que le réchauffement actuel de 1,2 degrés Celsius pré-industriel a fait qu'on est en train de perdre le couvert de glace arctique. Et ce qu'ils ont peur le plus, ils mentionnent ça sous le terme un événement d'océan bleu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moins qu'1 million de kilomètres carrés de couverture de glace en Arctique pendant l'été. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quasiment plus de glace en Arctique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on est en train de fermer le climatiseur de la planète. OK? Et ça, ce qu'ils ont peur, c'est que vu que les émissions de gaz de CO2 demeurent, on bat des records année après année, c'est en train d'affecter à ce moment ici beaucoup plus rapidement le couvert de glace arctique, qui fait que probablement d'ici 2030 à 2035, on est dans les années, là. C'est demain, ça, là. C'est ça. On pourrait avoir un événement d'océan bleu pendant un épisode, disons, mettons, l'été. Et après ça, ça pourrait s'allonger d'année en année pour finir très rapidement à avoir un Arctique libre de glace.
Et ça veut dire que là, ça s'appelle un point de bascule, c'est-à-dire que l'écosystème en Arctique a changé d'état. Il n'est plus pareil comme avant, donc il n'est plus adapté aux organismes qui se sont adaptés à cet état-là, dont nous. Ça veut dire que la température globale, la température mondiale, risque d'exploser, c'est-à-dire d'avoir des températures complètement folles. Moi, si je vous demandais, là, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour amoindrir ce réchauffement-là? Et quand je parle de nous, le simple individu que nous sommes, les gouvernements, autant fédéraux, provinciaux, municipaux, est-ce qu'on en fait, et j'inclus là, les gouvernements et tout, est-ce qu'on en fait vraiment assez ou qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? Pas du tout. On est malheureusement encore sous on pourrait appeler ça du déni augmenté là, d'une certaine façon, c'est-à-dire c'est une notion qui est importante, ce que tu amènes là. En fait, c'est un constat important. On a affaire à ce que moi j'appelle des processus de blocage. Ils sont à 3 niveaux, tu viens de les nommer, OK? Premièrement, le modèle économique ou l'économie monde qu'on appelle est basé sur une chose très simple, on le sait tous, la croissance, donc l'augmentation du profit pour les compagnies, augmentation du PIB pour les industries et un salaire raisonnable, donc augmentation du pouvoir d'achat chez les individus. Ce modèle économique-là qui est basé sur la croissance, on le dit, on doit continuer à croître. On voudrait bien remplacer toutes les énergies fossiles, 80% à ce moment ici de la demande énergétique étant fossile. Bon, bien là, si on veut remplacer ça par des énergies vertes, on n'y arrivera pas dans le temps dit. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que là, actuellement, les gouvernements créer des processus de blocage par les lois et les ententes internationales. Les compagnies veulent maximiser leurs profits, ne veulent surtout pas perdre des profits en cours de route, et les populations se sentent menacées à partir du moment, et avec raison aussi, à partir du moment que on leur dit, bien là, il va falloir se serrer la ceinture, puis pas seulement que serrer la ceinture, rentrer dans une période de contraction volontaire majeure. Et si on le fait pas, c'est l'effondrement qui nous attend. Comment qu'on fait ça? Mais c'est pas compliqué dans le sens où on le sait comment le faire. Les grands conflits mondiaux nous l'ont enseigné, que ce soit les grandes guerres, les pandémies, tout ça. On doit rentrer dans un processus de contraction volontaire. Annoncer aux populations que si ça se fait pas, les conditions de vie qu'on tient tous vont toutes s'effondrer. C'est mathématique, c'est annoncé, c'est clairement étudié. Et c'est à nous de réagir à ce moment ici et à pousser nos gouvernements à les contraindre à reconnaître cet état de fait-là et mettre en place des mesures. Mais c'est pas facile, entre moi plutôt à Gabi, annoncer aux gens qu'il va falloir changer nos modes de vie, notre système de consommation, notre consommation personnelle, à un point qu'il faut laisser le moins possible d'empreinte carbone. Et pourtant, étrangement, ceux qui l'ont déjà commencé à l'expérimenter retrouvent une qualité de vie qu'ils avaient oublié qu'ils pouvaient avoir. Puis qui fait si bien à la planète en même temps. Là. Donc, si je prends tout ce que vous avez dit à venir à date, on est vraiment devenu une urgence planétaire. Le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité, c'est maintenant une urgence planétaire totale. Atteindre le zéro émission de carbone avant 2030. 2030, c'est demain. C'est pas compliqué, là. C'est pas loin, là. C'est demain, mais avant 2030, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est utopique? Comment vous appelez ça? Alors, on voit ça dans le dernier vidéo qu'on a fait, un des derniers vidéos, pas le dernier, mais qui s'appelle Last Call climatique, c'est mentionné. C'est basé sur les... Excellent, soit dit en passant. Merci. C'est basé sur les études des scientifiques australiens. Qu'est-ce que ça signifie zéro émission d'ici 2030? Alors, ça signifie une chose de très simple. Eux, ils se sont basés sur la gestion du risque. C'est-à-dire, là, actuellement, on émet tant de tonnes de CO2, tant de mégatonnes de CO2 par année. Et on pourrait dire on est au-dessus de entre 40 et 50 mégatonnes par année. En tout cas, c'est des records année après année d'émissions de CO2. Et ce qu'ils nous disent, si on continue comme ça, on s'en va vers les scénarios les plus pessimistes.
Qu'est-ce que les scénarios les plus pessimistes? On s'en est parlé tantôt. C'est effondrement de la civilisation. C'est-à-dire, pourquoi effondrement de la civilisation? Ça se passera pas comme d'une shot, comme un château de cartes. Il va y avoir, on a déjà commencé à assister à des endroits, effondrement de l'agriculture dans certains endroits, famine, après ça, là, d'un coup, ça se répand de plus en plus. Les écosystèmes sont de plus en plus instables. Les océans commencent à avoir de la difficulté. On assiste à un réchauffement exponentiel des océans, perdre la biodiversité des océans. Tu me vois venir, ça veut dire que ça s'effondre pas nécessairement doucement, mais ça s'effondre partout, mais pas en même temps nécessairement. Okay. Alors, le zéro émission en 2030, ça signifie qu'on tient compte des pires scénarios. Pourquoi? Parce que si on manque notre coup, on n'a pas de chance de revenir en arrière quand la planète est déréglée. C'est fini. C'est foutu. C'est pas une expérience qu'on peut refaire une deuxième fois. De l'autre côté. Là, on est allé trop loin, on va revenir en arrière. Oui, c'est impossible. Une fois qu'un écosystème est défait, une fois qu'il y a effondrement, qu'un point de bascule est atteint, nous, êtres humains, on peut plus rien faire par rapport à ça. Alors, le zéro émission, c'est comme un benchmark, c'est comme un marqueur, si on pourrait dire. C'est-à-dire qu'on se dit, les scientifiques nous disent, il faut arriver à zéro émission en 2030. On le sait qu'on n'y arrivera pas. On le sait. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'à partir de 2030, on va être rendu où en termes d'émissions de CO2? Et là, on va pouvoir se dire, OK, normalement, pour éviter les pires, ou tenter d'éviter les pires scénarios, on devrait être à zéro en 2030. Là, on est où? On est là. Alors là, on se rend compte que au 2031, 35, 40, on devrait être rendu là à zéro. On est encore là. Et là, ça signifie quoi? Je vais te le dire rapidement. Il est possible, et ça, encore une fois, c'est des études très sérieuses qui l'ont démontré, qu'à seulement que 2 degrés Celsius d'augmentation. Donc, le chiffre le plus haut de l'accord de Paris, OK? Entre 1,5 et 2 degrés Celsius, à 2 degrés Celsius, on pourrait déclencher ce qu'on appelle le scénario de terre étuve. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il y aurait tellement de points de bascule atteints, il y aurait tellement de bouleversements du climat ainsi que de la biodiversité et à des niveaux géologiques, c'est-à-dire perte du couvert de glace arctique, le Groenland qui fond, les coraux qui meurent, la forêt amazonienne qui s'effondre, etc., etc. Ça signifie que la planète va commencer à s'auto-réchauffer malgré tout ce qu'on pourrait faire. C'est-à-dire que ça serait tellement, comme je pourrais dire, la fin de toute possibilité d'agir sur le climat, que là, à ce moment-là, on pourrait grimper dans des températures entre 3 et 5 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Bon sang! Écoute, Guterres, le secrétaire général de l'ONU, dit que nous sommes une civilisation d'extinction massive du vivant. Qu'est-ce que ça prend de plus? Quel cri d'alarme que ça prend de plus pour comprendre que maintenant, il faut changer de toute urgence? Il y a quelque chose que j'ai entendu avant les fêtes, puis je trouve ça tellement malheureux. Je ne voulais pas en parler. Je nommais pas de nom, c'est sûr, mais je ne voulais pas en parler, mais je me risque à le mettre sur la table quand même. 2 personnes qui parlaient du réchauffement climatique, mais des personnes que je connais puis qui sont vraiment au courant, là. Et la réponse d'une personne a été, et tenez-vous bien sur votre chaise, je m'en fous comme dans l'an 40, en 2040, en 2050, moi, je serai plus là. Ils feront ce qu'ils voudront. Mais cette personne-là doit avoir des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. C'est à eux autres qu'il faut penser. Là. Ben, on touche à ce moment-ci à une partie de la nature humaine. Je vais te dire une autre phrase tout aussi inquiétante, OK? Un grand économiste, John Kenneth Galbraith, en 1977, un économiste canado-américain, a dit que tout privilégié est prêt à risquer sa propre autodestruction plutôt que de perdre une partie de ses avoirs ou de sa fortune. Et ce qui est le plus inquiétant, et donc on rentre dans la sphère de ce qu'on peut appeler de l'égoïsme à puissance 10, c'est que les 30 dernières années lui donnent raison, là. À partir du moment qu'on a su que le réchauffement, à la fin des années 80, quand Hansen est arrivé au Congrès américain, il a dit « on a un gros problème avec le réchauffement », à partir de ce moment-là, à qu'est-ce qu'on a assisté? On a assisté, peut-être le pire exemple, c'est les pétrolières, dont Exxon, qui a leur propre scientifique,
ont averti la compagnie des effets dangereux du réchauffement climatique dû aux gaz à effet de serre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont nié leurs scientifiques et ils ont créé des groupes négationnistes à travers la planète pour nier justement l'impact du climat. Maintenant qu'on est rendu 30 ans plus tard, tout le monde panique, on a perdu les 30 dernières années les plus cruciales. Et donc, c'est-à-dire que le plus grand défi qu'on doit affronter face à ce réchauffement climatique-là et cette perte de la biodiversité-là, c'est nos propres comportements. Comprendre comment est-ce que cet ego monstrueux a déterminé nos actions pendant peut-être toute une grande partie de notre évolution. Mais maintenant, on est rendu au bout du chemin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'extraire de qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau planétaire en termes de phénomène global. Parce que chaque petit geste que l'on pose, on se dit, bon, c'est rien que ça, franchement, mais si on le multiplie par 100, par 1000, par 10 000, c'est plus pareil. Là, ce n'est plus le même résultat, là. Absolument. Un autre exemple, à un moment donné, on s'amusait, il y a environ 250 millions d'années, il y a eu la troisième grande extinction de la vie, qui a emporté au-dessus de 90% du vivant sur la planète. On a mis ça beaucoup sur le dos, entre autres, pas juste, mais d'une hypervolcanisation qui avait eu lieu en Sibérie, entre autres aussi. Maintenant, je dis, regarde, quand tu pars ton char, là, regarde en dessous, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un petit tuyau qui est... Maintenant, multiplié par au-dessus d'1 milliard de voitures. Maintenant, multiplié par les millions de compagnies alentours qui émettent du CO2. Maintenant, multiplié par toutes les machines agricoles. Multiplié par les forêts qu'on a détruites qui, eux, devraient absorber ce CO2-là. On a un super volcan qui est en marche tout le temps, jour après jour, matin après matin. C'est sûr que quand vous parlez de machinerie agricole, on en a besoin quand même parce qu'il faut vivre. C'est eux autres qui nous font vivre en majeure partie. Mais ma question est celle-ci. Fermer les industries reliées aux hydrocarbures, ne plus les subventionner. On ne fait pas ça du jour au lendemain, Monsieur Michel. C'est néfaste pour le climat, mais aussi pour l'économie. Est-ce qu'on pense à l'économie? Je sais que des fois, on peut dire, ben là, c'est l'économie ou c'est la survie? Oui, mais c'est pas un bon calcul à faire. Non? OK. On aura toujours besoin d'une économie. Okay? C'est sûr. Maintenant, l'économie, dans son modèle actuel, dans sa forme actuelle, est une économie prédatrice. C'est-à-dire que son champ de prédation est carrément le vivant, c'est-à-dire les immenses ressources que ça a besoin, le système de consommation qu'on doit avoir, nous met sur une voie carrément d'effondrement, encore une fois. Certains parlent même d'extinction possible. Bon sang. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas l'économie en soi qui marche pas, c'est le modèle économique qu'on a là actuellement. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Concernant l'agriculture, on s'est tellement imbriqué dans ce système-là qu'il va falloir faire des transformations, mais il va falloir les faire intelligemment. Et c'est pour ça que ça prend plus que jamais un plan d'intervention global, mondial, local, national. Et ça existe. On l'a vu, il y a eu des documents comme Drawdown qui ont le plan B 4.0, le plan de l'ADUC qui propose des choses. Ce sont des plans qui donnent des solutions. Mais sais-tu c'est quoi le problème avec ces solutions-là? C'est que ça l'exige que certains grands acteurs économiques vont disparaître. C'est ça que ça veut dire. Alors, bien sûr, tu te souviens de la phrase que je t'ai dit concernant Galbraith? On peut voir une corporation, une grande corporation, un peu comme un organisme vivant, qui, une fois menacée, développe tous les mécanismes de défense pour pouvoir se maintenir en vie, malgré qu'elle est létale pour le reste du vivant. C'est ça auquel on doit affronter. Ça va prendre une intelligence collective, politique, sociale, globale, qui met en marche toutes ces mesures-là contraignantes. On n'aura pas le choix, contraignantes, mais qui peuvent aussi amener comment que je pourrais dire, un autre style de vie qu'on n'ose même plus imaginer. Il y a une chose que parce que j'ai dévoré, comme je l'ai dit, dans votre vidéo, que même vous m'en avez envoyé 3 en plus de ça, puis c'est vraiment très bien fait, très bien. Mais il y a un certain endroit dans ces vidéos-là, on parle des fameux aérosols. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut dire que les aérosols masquent véritablement un réchauffement dangereux?
Oui, ben c'est un petit peu, ça semble être une espèce de double contrainte. Pour certains scientifiques, c'est probablement une des grandes mauvaises nouvelles. C'est-à-dire, les aérosols, c'est quand on brûle du CO2, on émet entre autres des sulfates. C'est-à-dire, on émet des aérosols qui, eux, à la différence du CO2, quand ils s'en vont dans l'atmosphère, masquent le réchauffement. C'est-à-dire que les rayons du soleil rentrent, réfléchissent sur eux et à ce moment-là retournent dans l'espace. Alors donc, ils nous aident. C'est-à-dire qu'ils maintiennent la température globale. On dit que ça peut atteindre de 1,5 à 1 degré Celsius plus bas. OK? Alors que le CO2, lui, il fait l'inverse. C'est un gaz à effet de serre. C'est-à-dire augmente les températures. Là, le problème, c'est quand on va vouloir baisser nos CO2, nos gaz à effet de serre, donc le CO2, on va assister à une baisse rapide des aérosols. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant qu'on va baisser nos gaz à effet de serre, pour pouvoir bénéficier d'un refroidissement, les aérosols qui vont disparaître, parce que c'est à très courte durée de vie, l'aérosol, bien, vont faire que les températures vont augmenter. Alors là, c'est ça qui, à mon sens, est un des plus grands signaux d'alarme qu'on devrait tenir compte. Pourquoi? Là, on est à 1,2 degré de réchauffement plein du ciel en ce moment. C'est-à-dire, déjà, on voit qu'il y a des segments de continent qui partent en fumée. Mais si on attend des années, 10 ans d'ici, pour baisser nos gaz à effet de serre de façon drastique et qu'on est rendu à 2 degrés, mettons, d'augmentation pré-industrielle, là, quand on va baisser radicalement nos GES, bien, à ce moment-là, l'effet des aérosols va être démultiplié parce qu'on va être déjà rendu à 2 degrés. Donc, l'augmentation va être encore beaucoup plus sévère. C'est pour ça que ça doit se faire pendant qu'on est encore à 1,2 degré, parce qu'on va avoir cette augmentation de température-là, mais ça va être beaucoup moins sévère que si on attend qu'on est déjà, lorsqu'on va être rendu à 2 degrés. C'est une question de vie ou de mort, c'est fou. Fait que c'est sûr et certain, M. Michel, que on veut sauver le climat, mais on n'a pas le choix, mais ça va être difficile. Il va falloir que chaque individu sur cette terre-là fasse quelque chose pour. Ça veut dire qu'on s'en va on demande un changement de mode de vie. Pas rien qu'aux industries, mais à chacun des individus sur Terre. C'est ça qu'on demande. C'est plus que ça, en fait. Ça, c'est la base. Changer notre valeur, que notre valeur cardinale devienne la vie, devienne cet équilibre-là. Mais ce qu'on demande aussi, il va falloir aller plus vite puis plus fort que ça. C'est-à-dire, ça demande une mobilisation citoyenne, locale, nationale et mondiale. Elle est déjà en marche, qui va mettre une pression incommensurable sur nos gouvernements pour débloquer ces processus de blocage-là. Les processus de blocage, c'est pas compliqué. C'est-à-dire, il y a des gouvernements, il y a des grandes entreprises, il y a des populations. Les gouvernements bloquent les processus au niveau des entreprises pour que le modèle actuel puisse se perpétuer. Et à ce moment ici, c'est qu'il faut débloquer ces processus de blocage-là. Il faut le faire par une mobilisation, entre autres, citoyenne. Et à un moment donné aussi, il va falloir habiter ces sphères, ces lieux de pouvoir-là. Et c'est ça qui fait qu'actuellement, on pourrait espérer avoir la chance de débloquer. Michel Jeté, merci infiniment. C'est tellement passionnant de vous écouter, puis de regarder avec optimisme tout ce que vous nous dites. Puis c'est sûr qu'on n'a pas fini d'en parler. On va en parler continuellement et encore plus parce qu'on le disait très bien, notre planète, elle est malade, puis il faut la soigner. Michel Jeté, ça fait un plaisir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se revoit dans une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.